Voilà 3 ans que le Collège national des gynécologues obstétriciens français a mis un sérieux coup d'accélérateur sur tout ce qui concerne la bientraitance des femmes au cours de leur grossesse et au cours de leur accouchement. 3 ans pourquoi ? Parce que nous avions l'impression que nous avions bien fait depuis 40 ans et que les choses s'étaient véritablement améliorées. Je ne vous dis pas l'ambiance qu'il y avait dans les maternités lorsque j'étais interne. Et on avait tous l'impression que c'était tout bien et qu'on avait tout juste. La libération de la parole des femmes nous a éclairés fortement, parfois rudement, mais c'était bien que ça ait lieu, nous a éclairés sur des manques profonds dans le comportement de nos maternités. Et ça concerne 750 000 femmes par an dans notre pays, donc ce n'est pas un détail. L'analyse que nous avons pu faire de ce qui n'allait pas repose et nous a amené sur 2 conclusions que nous allons développer devant vous. La première, c'est que nous avons un déficit de formation, d'information. La deuxième, c'est que nous avons un déficit également d'effectifs, mais ça, on n'est pas les seuls. Mais sachez que les maternités sont des services d'urgence qui ne peuvent pas, eux, fermer à aucun moment de l'année. Et donc, nous sommes des services d'urgence avec les mêmes problématiques et les mêmes difficultés que les urgences, même si ça s'est moins su. Ce deuxième volet sera traité devant vous par 2 éminents collègues qui sont Béatrice Blondel, épidémiologiste, et Loïc Santil, qui a étudié depuis 2 ans les effectifs dans les maternités et fait avec une commission, j'allais dire, le plus petit commun multiple nécessaire en fonction de l'activité d'une maternité, selon qu'elle a 1000 accouchements ou 6000 accouchements. Mais avant cela, nous allons aborder des sujets qui traitent de la bientraitance proprement dite. Et le premier document qu'on va vous montrer est un teasing de 10 minutes sur un documentaire qui est fait par le collège et par un CHU français, parce qu'on s'est aperçu qu'entre 10 et 20% des femmes que nous soignons ont subi dans leur enfance des violences sexuelles, des attouchements, et souvent, pour pouvoir survivre, elles recouvrent cela de strates d'oubli. Mais lorsqu'elles en arrivent au moment d'un accouchement, d'une grossesse ou d'une fausse couche, avec la vulnérabilité que cela entraîne, souvent il y a une espèce de court-circuit qui se produit et se dévoilent alors les antécédents de violence et la blessure qui s'est créée pendant l'enfance ou l'adolescence. Si bien que les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes posent plein de questions sur les antécédents d'une femme. Avez-vous des antécédents de thrombose? Avez-vous un utérus cicatriciel? Parce que tout ceci a des conséquences sur leur comportement. Mais ils ne posent jamais la question, avez-vous des antécédents de violences sexuelles dans votre enfance? Et ils ne la posent pas alors que ça a des conséquences tout aussi redoutables que les antécédents de thrombose ou les antécédents d'utérus cicatriciel. Dans l'année qui vient, nous allons non seulement créer des filières de soins pour les femmes qui ont subi, parce que c'est la même chose pour les hommes, je vous invite à regarder le bulletin épidémiologique qui vient de sortir sur ce sujet, avec 3 très grosses études sur la prévalence on est dans le 6 à 10% de prévalence chez les hommes et chez les femmes, avec un peu moins de conséquences physiologiques chez les hommes, mais beaucoup plus de pathologies dans tous les domaines. Donc c'est quelque chose que nous avons négligé, mais on n'est pas les seuls à l'avoir négligé. Toute la médecine a négligé cela avec les maladies qui peuvent s'en suivre. Ce que nous voulons par ce film qui va être, dont on vous présente, j'allais dire la première version, mais écourtée, c'est de faire en sorte que tous les gynécologues obstétriciens de France et les sages-femmes de France se mettent à poser la question. Et souvent la femme répondra non, mais 3 mois plus tard, elle reviendra en disant « Vous savez, vous êtes le premier à m'avoir posé cette question. » Eh bien si, ça m'est arrivé. Et les comportements, les manières de faire avec les femmes qui ont eu un événement de cette nature ne sont pas les mêmes. Il ne s'agit pas de dire
que ce qu'on a appelé violence obstétricale provient de cela, mais un fort contingent de femmes qui vivent extrêmement mal une complication, un événement difficile dans une maternité, ont eu ce type d'antécédent. C'est Éric Lemasson, ici présent, qui a réalisé le documentaire et qui vous en présente un teasing qui sera présenté pour la première fois en grande salle au mois de janvier lors de Paris Santé Femmes, de manière à ce que toute la profession apprenne à connaître cette problématique. Éric Lemasson. Bonjour à tous. Les équipes médicales du CHU de Strasbourg, sages-femmes et médecins, sont venus me voir. Je les connaissais depuis un certain nombre d'années parce que j'avais produit et réalisé il y a une dizaine d'années des documentaires sur ces questions d'obstétrique, d'interruption médicale de grossesse, etc. Et on avait noué une relation de confiance et ils sont venus me voir en me disant un chiffre que j'avais peine à croire, que j'ai toujours peine à croire, mais parce qu'il est extraordinaire, mais apparemment il est avéré. Selon une étude du Conseil de l'Europe de 2010, un enfant sur 5 en Europe, un enfant sur 5 a subi des violences sexuelles sous une forme ou sous une autre. Et effectivement, comme vient de le dire Israël Nizan, les médecins ne sont pas forcément sensibilisés au devenir de ces enfants-là, spécialement des femmes dans des consultations d'obstétrique. Les médecins ne sont pas sensibilisés à ça. On m'a demandé de faire un documentaire de sensibilisation qui ne soit pas ce qu'on appelle un tuto, c'est absolument pas technique. Et je suis parti de l'idée, sans doute vraie, que derrière chaque blouse blanche se cache probablement un être normal, c'est-à-dire capable d'émotion, de sensibilité. Et le but vraiment ici, c'est d'avoir parlé aux émotions des jeunes médecins, des internes, des futures sages-femmes, pour les sensibiliser, j'allais dire, une bonne fois pour toutes à ces questions-là. Donc il s'agissait de leur parler avec des images et des sons assez forts. Vous allez voir, c'est un parti pris qui ne ressemble pas à des outils de formation habituels. Et ce sera, on l'espère, diffusé un peu partout, en tout cas avant des sessions de formation. Juste un point, la responsable des sages-femmes des hôpitaux de l'Est m'a dit « J'ai une patiente, et vous allez voir sa figure dans ce début de film, j'ai une patiente qui a subi des violences sexuelles dans l'enfance, absolument horribles. Elle est enceinte, elle va accoucher chez nous. Elle est incapable d'en parler, mais elle fait des dessins absolument incroyables qui disent tout de ce qu'elle a subi. Et je suis parti de cette idée-là, de ce dessin-là, pour mettre en place une mise en scène. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et ça, je l'espère, aura un effet sur les consciences médicales. Elle avait des cauchemars de violence, de couteaux, de sang. Elle était dans un état complètement comme ça. Voilà. Le corps, moins on l'écoute, plus il parle fort, en fait. C'est émouvant pour moi d'en parler et je me rends compte que c'est pas entendu en fait. Quand une femme a vécu des violences sexuelles, on sait que c'est comme une espèce de cocotte minute qui va exploser et quand on ne sait pas ça, on ne comprend pas. Et quand on s'intéresse à ça, on se dit, mais bien sûr, on a une autre grille de lecture. Et une fois que tu as cette autre grille de lecture, c'est comme quand tu mets des lunettes. En fait, tu changes ton regard.
Je vais poser maintenant une main sur ton sternum, juste là, et je mets l'autre sous ton dos. Voilà, comme ça. C'est une jeune femme qui a un passé de violence sexuelle depuis l'âge de 11 ans à peu près, et qui forcément a vécu des choses extrêmement difficiles. Elle ne verbalise pas du tout ses difficultés, par contre elle fait des dessins absolument extraordinaires qui parlent bien plus que tous les mots. Moi, j'étais très marquée quand j'ai vu ces premiers dessins, notamment celui avec la jeune femme qui a un trou dans le sein, dans l'œil et au niveau du bras, hein, qui montre à quel point elle est explosée, à quel point tout est douloureux et tout est souffrance chez elle. Les violences sexuelles concernent un enfant sur 5. Et ce sont les chiffres du Conseil de l'Europe. Ça veut dire que dans une consultation de 10 femmes l'après-midi, et toutes les sages-femmes, tous les gynécos peuvent voir 10 femmes dans une après-midi, il y en a 2 qui sont concernées. Donc 2 femmes qui auront eu dans leurs antécédents des violences sexuelles. À 38 ans, j'ai pris la décision d'avorter. Et en fait, j'ai pris la décision, mais ce n'était pas mon choix. Et donc, ça a été un événement extrêmement douloureux pour moi, qui m'a amenée en réa avec tentative de suicide. Et j'ai demandé à être hospitalisée en psychiatrie dans la foulée, parce que je me sentais extrêmement fragile. Et c'est lors de cette hospitalisation, en fait, que les souvenirs sont revenus, mais à l'envers, en fait. En gros, je devais avoir 7-8 ans. Je montais beaucoup à cheval, je faisais pas mal de voltige équestre. Et puis j'ai fait une mauvaise chute. Donc je me suis retrouvée chez le kiné, sauf que mes parents n'ont pas assisté à la séance, et puis qu'il n'y en a pas eu qu'une. Je me souviens que la première fois où il a mis ses doigts et où il a attrapé mon coccyx, j'ai eu une douleur explosive, une douleur froide et blanche qui est partie de mon coccyx et de mon anus, et que j'ai plus rien ressenti après. Ouais, donc, et sur les fois d'après, en fait, du coup, je sentais plus rien. Ce qui était pratique, entre guillemets, puisque ça me permettait de pas... je pense que sinon, en fait, ma tête aurait explosé de douleur. Son argument, c'était que il fallait aller entretenir le tendon, tendon sur lequel d'ailleurs j'ai eu une endométriose qui s'est localisée, qu'il fallait assouplir ce tendon parce que sinon je risquerais d'avoir des problèmes lors de l'accouchement, et puis que si un jour j'avais un petit copain qui souhaitait passer par là, ce serait plus simple, et que d'ailleurs sa femme appréciait. J'avais donc entre 8 et 13 ans, hein, donc je ne comprenais pas trop en fait ce qui se disait. Je me suis recassé le coccyx à 22 ans. Je ne suis pas allée le faire soigner, ça parle. J'ai eu des kystes aux ovaires, j'ai eu un abcès de l'ovaire. Ça aussi, ça parlait de tout ce qui était enkysté en moi. J'ai fait un AIT, un accident ischémique transitoire, à 30 ans. Effectivement, j'en avais plein la tête. J'ai un dossier qui parle. Quand on voit 3 célioscopies, abcès de l'ovaire, multikystes, rupture de kyste pendant la grossesse, 3 avortements, c'est en fait tous les clignotants, ils sont là. Elle a subi.
La période périnatale est vraiment un moment clé de transparence psychique où plein d'éléments peuvent refaire surface dans le corps et dans l'esprit. Donc pendant les grossesses, il y a plein de comportements de dépression inexpliquée ou de dépression inexpliquée après l'accouchement, où en fait nous on était complètement démunis par rapport à pas d'explication, pas de sens à cette dépression qui arrivait d'un seul coup. Des femmes qui d'un seul coup vont développer une hypertension avec une toxémie gravidique incroyable, sans symptômes préalables. On n'a fait que traiter les symptômes, mais sans explication non plus, et sans accompagnement surtout spécifique contenant, sécure autour de cette femme, autour du conjoint de cette femme qui ni l'un ni l'autre ne comprennent en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, le cas le plus important que j'ai là en mémoire, c'est vraiment une femme qui d'un seul coup a commencé à gonfler des œdèmes. Elle a pris 30 kilos en 3 semaines. Elle avait des cauchemars de violence, de couteaux, de sang. Elle était dans un état complètement comme ça. Voilà. Donc on l'a fait hospitaliser, elle a accouché de manière très violente aussi, tout a été violent. Tous les médecins, aussi bien moi que les médecins à l'hôpital, disaient mais on n'a jamais vu ça, un état pareil. Et donc suite à ça, après on a pu comprendre ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'elle avait subi ? Un viol dans l'enfance par son grand-père entre l'âge de 4 ans et 8 ans. Bien enfermée, avec beaucoup de peur et effectivement beaucoup de non-dits, pas de dénonciation autour de ça. La violence sexuelle, en fait, ça on l'oublie trop souvent, c'est avant tout une atteinte corporelle, avant toute chose, avant que d'être un psychotraumatisme. L'impact de balle, en fait, il est soit dans la bouche, il est soit au niveau rectal, soit au niveau vaginal. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est le corps qui est touché en premier. À l'origine, j'ai demandé aux patientes et aux patients, beaucoup qui avaient des maladies thyroïdiennes auto-immunes, puisque c'est ma spécialité, de mettre du sens sur ce qui est une auto-agression par le corps, puisqu'on fabrique des anticorps contre son propre corps. Et effectivement, beaucoup de personnes sont revenues avec des antécédents de violences sexuelles. Donc ça a été un choc, en fait, pour moi, puisque on n'en avait jamais parlé, jamais sur les bancs de la fac abordé le sujet. Et c'est d'autant plus un choc que je m'aperçois que beaucoup de gens ont cherché de l'aide. Les gens, à l'évidence, ont consulté en psychiatrie, ont consulté des thérapeutes, et on ne les a jamais vraiment amenés à la guérison, ni même parfois fait les liens entre ces antécédents de violences sexuelles et les symptômes qu'ils présentaient. On remercie tous Éric Lemasson d'avoir mis son savoir-faire au bénéfice de cela, et on espère que nos jeunes médecins, nos jeunes sages-femmes vont enfin prendre en compte cette problématique, parce que le pire en médecine, c'est de soigner des gens sans savoir quels sont leurs antécédents. Et là, nous, en obstétrique, je suis même un peu surpris qu'on ait mis autant de temps, mais je vous confesse que personnellement, au seuil de ma retraite, je n'ai que rarement posé la question « Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose au plan sexuel ?» Ça nécessite beaucoup de tact.
Ça nécessite beaucoup de savoir-faire et il va falloir qu'on fasse cela. J'ai demandé à Amina Yamgan, qui préside au Collège national des gynécologues obstétriciens la commission bientraitance qui s'appelle Probité, de bien vouloir nous dire quel est le travail qui a été fait, parce qu'il n'y a pas dans les troubles de la bientraitance, il n'y a pas que le fait d'ignorer ses antécédents. Il y a bien d'autres choses. Il y a des problèmes de fonctionnement dans les maternités, on va le voir après, mais il y a aussi des problèmes d'éducation, des problèmes de connaissance. Et donc Amina, avec toute une commission qu'elle a constituée, travaille sans que je regarde à l'intérieur ce qui s'y passe, et elle va vous le dire. Amina, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, j'ai le plaisir et l'honneur de présider cette commission, et c'est un travail extrêmement intéressant parce que ces problématiques en fait ont traversé les professionnels en réalité depuis une quarantaine d'années. Nous l'avions classé sous le vocable de traumatisme obstétrical. Le mot violence obstétricale est venu dans le langage, on va dire, commun. Et en fait, on ne s'était pas rendu compte qu'effectivement, ces questions qui fondent un certain nombre de pratiques et de façons de faire n'avaient pas infusé suffisamment vite et suffisamment largement les équipes en charge des soins, donc en l'occurrence des soins autour de la périnatalité. Et donc, eh bien, à juste titre, les patientes sont venues nous dire que ce n'était plus tenable et que ce n'était plus acceptable. Et tout à l'heure, Israël Nizan l'a redit, ça s'est fait sous une forme qui a été vécue comme très violente aussi de la part des professionnels, parce que nous étions en train, dignes héritiers que nous sommes de la médecine occidentale et à qui elle doit son efficience, en train de prodiguer nos meilleurs soins sur l'organe et la maladie, sans se préoccuper qu'effectivement, tout cela était porté par un individu dans un contexte, je vais dire au sens large, écologique qui lui est propre, et que notre non-apprentissage de ces questions, effectivement, font de nous dispense des soins avec un angle aveugle assez large. Alors, cette commission, elle est en fait composée de personnel, de professionnels extrêmement divers, tous ceux qui ont trait au parcours de maternité des femmes, des hommes et puis de leurs enfants à venir, qui sont les sages-femmes, les obstétriciens, les anesthésistes, les pédiatres, les puéricultrices, les médecins du champ psychiatrique ou psychologique, des gens qui viennent de la ville comme de l'hôpital, du privé comme du public, des milieux universitaires et non universitaires, et au centre des représentants des usagères, dont on a fait le choix de principe de commencer par les entendre. Alors, une très grosse partie des témoignages est venue du CIAN. France Asner est présente, elle pourra nous repréciser, mais enfin, le principe est que cette association a recueilli pendant une quinzaine d'années environ 15 000 témoignages de femmes autour de leur parcours en maternité, et elles ont pu nous en faire un résumé et un condensé, et qu'on a décidé donc d'entendre ces demandes pour ce qu'elles sont et de voir ensemble comment on pouvait travailler pour améliorer la situation. Donc il y a la question effectivement de notre comportement qui est venu en premier sur ce que nous pouvons dégager qui est de l'ordre de la violence verbale ou vécue par les patientes, le dénigrement, les propos infantilisants, les humiliations, les menaces, les intimidations. Madame, si tu bouges trop, je te mets pas ta péridurale parce que je peux pas la poser. Bon, voilà. Des choses comme ça. La question où on est, nous, dans un paradoxe, reproché par les usagères où nous pouvons dénier la douleur et son intensité, et en même temps, on est dans la double injonction avec actuellement un gros panel de patientes qui demandent à pouvoir accoucher sans péridurale. Donc, on voit bien comment notre métier est aussi difficile de pouvoir prendre en charge les patients dans des demandes très différentes. Et puis qui déplorait vraiment l'absence d'information, la non-recherche de notre consentement, et donc à la fin, évidemment, un irrespect de leur choix, puisque précisément, on ne s'était pas préoccupé de les connaître. Et donc, en dépit de la loi qui protège le patient sur cette question depuis 2002. Et
Un autre point était la question de l'absence du respect de l'intimité et de la pudeur des femmes. Et donc, effectivement, là, pour le coup, on peut faire le lien avec des patientes qui ont, par exemple, des histoires qui ressemblent à ça. On ne peut pas s'occuper de faire des soins dans la sphère gynécologique pareil chez toutes les femmes. Et en tout cas, on doit absolument en tenir compte. Et enfin, une demande aussi très intéressante de la part des usagères de dire « nous revendiquons de bénéficier des actes médicaux minimum syndicaux édictés par les sociétés savantes comme étant le minimum des soins » et qui vient là aussi percuter une double injonction paradoxale de patientes qui précisément, au nom de leur libre choix et de leur volonté qu'on accède à leurs demandes, nous demandent de sortir des protocoles. Donc comment sortir de ce paradoxe ? Donc vous voyez que les questions sont difficiles, les réponses ne sont pas simples, mais on est au travail. Alors un autre morceau de la commission probité quand même a consisté à d'abord pouvoir se réécouter, s'entendre, parce que le climat était à la défiance généralisée et qu'on était là dans un risque absolument très très lourd de grande défiance entre les professionnels de la santé et les usagers et qu'on a tenu à remettre du lien et du liant dans cette affaire pour qu'on puisse repartir sur des bases saines. Donc ce n'est pas toujours simple, mais c'est très intéressant. Disons les choses clairement, ça frictionne, on se frotte, on n'est pas d'accord, les usagères entre elles peuvent ne pas être d'accord, les professionnels entre nous, on peut ne pas être d'accord, mais on a toujours réussi à tenir bon et à maintenir le dialogue pour avancer. Alors, autre chose que les familles nous demandent, c'est de nous préoccuper de la question principale de la dépression périnatale qui atteigne actuellement 15% des femmes, avec une nécessité d'information des patientes, du dépistage et de la prise en charge. Et enfin, également, la question de l'arrêt de l'impunité face aux professionnels délinquants. Donc, on a vu par exemple dans ce teasing la question de ce kiné là. Voilà, alors bon, on ne sait pas très bien en quoi un collège scientifique peut émettre des propositions, mais en tout cas, c'est bien dans notre liste des to-do, là, dans la to-do list, qu'il faut qu'on se préoccupe de ces questions. Et puis tout en dernier, les usagères demandent absolument qu'il y ait de la continuité entre ce qu'on appelle la ville et l'hôpital. Donc les patientes sont suivies pendant leur grossesse en gros en ville et puis viennent accoucher à la maternité puis repartent à la maison. Elles demandent qu'il y ait de la continuité entre l'anté et le postnatal et elles demandent qu'il y ait du suivi à la sortie du point chaud que constitue le retour à la maison en sortie de maternité. Alors, on a décidé d'échafauder des réponses sur 3 grands chefs. Donc là, vous aurez compris que la question de notre formation initiale et de notre formation continue, elle est cruciale parce qu'en médecine, ceci est particulier que quand vous sortez des professionnels, ils vont travailler pendant 40 ans. Donc, que fait-on de ces professionnels et comment les forme-t-on une fois qu'ils sont sortis du système universitaire ? Et ceux qui sont actuellement dans le système universitaire vont mettre 15, 20, 30 ans à produire leur plein effet. Donc cette affaire n'est pas une affaire d'immédiateté, c'est un énorme chantier, mais c'est probablement autour aussi d'un changement des mentalités sur ces questions à l'aube du XXIe siècle. J'aime dire, quand je prends la parole sur le sujet, que c'est précisément parce que nous avons tant travaillé sur l'organe et la maladie que nous ne mourrons plus d'accoucher d'hémorragie ou d'infection qu'on a l'opportunité de discuter ces questions. Alors, il y a un gros pavé sur la question de la formation que nous voudrions transdisciplinaire, que les sages-femmes, les anesthésistes, les pédiatres n'aient pas chacun leur formation en silo, mais dans quelque chose qui est continu. La question de la formation, effectivement, aux émotions et à la prise en charge de la patiente dans tout son contexte. Et ça pose la question, très très rapidement, des moyens, parce que comment on va former tout ce monde-là et qui sont les professionnels qui vont s'en charger. Parce que former les gens à poser des questions sur peu importe quoi, ce dont vous voudriez bénéficier, madame, et puis qui finit par arriver sur des grands fracas de vie, ça suppose d'avoir des équipes de soins présentes pour prendre en charge les femmes. Parce que probablement, c'est pire que tout de poser la question aux patientes de savoir « avez-vous subi le pire ?» qu'elles vous disent oui, et que derrière vous disiez « mais en fait, j'ai ni psy, ni rien, démerdez-vous. » Voilà. Donc ça, ce serait une catastrophe quand même. Donc là, l'enjeu est très très important, mais je pense que Loïc Santil va y venir dans son topo de tout à l'heure. Ensuite, on a, et Israël Nizan prend la parole sur le sujet, mis en place très rapidement le fameux outil Maternis, qui est un outil de diffusion de l'information
transparente et qui permet aux patientes de vérifier qu'elles ont bien compris les enjeux et nous de vérifier que les patientes ont effectivement également bien compris les enjeux. On va présenter au congrès Paris Santé Femmes en janvier un gros module sur le dépistage, l'information et la prise en charge de la dépression du postpartum. La question du déni de la douleur a été délocalisée au sein du CARO, qui est le club d'anesthésie réanimateur en obstétrique. Ils ont fini de sortir leur protocole sur les césariennes avec péridurale, analgésie insuffisante, dite césarienne à vif. Et puis ils vont s'occuper des autres problématiques de la douleur également. Et enfin, du côté des professionnels, ce que nous avons revendiqué auprès des associations d'usagères, c'est de pouvoir aussi travailler en collaboration, en partenariat avec des patientes qui sont dans une certaine forme d'anticipation et un certain nombre de connaissances autour des enjeux de l'acquisition de la maternité et dont on sait que l'outil principal et assez efficace serait l'entretien prénatal précoce, qu'il est extrêmement peu diffusé sur le territoire et cette fois-ci c'est la DGS qui s'en est saisie avec un objectif de à peu près 100% de réel entretien prénatal précoce proposé aux femmes enceintes à échéance 3 ans. Et là aussi se pose la question de la formation dont nous avons l'exigence qu'elle soit uniforme sur tout le territoire et que les contenus d'entretien prénatal soient bien quelque chose de très formel et de calibré et que ce ne soit pas non plus une grande débâcle de psychologisation sauvage, de violation de l'intimité qui vient finalement cabosser les familles encore plus que de leur faire du bien. Voilà notre travail. Merci Amina, on regroupera peut-être les questions après. Amina vient de parler du label que j'avais déjà annoncé dans une conférence de presse antérieure. Nous sommes la première spécialité à rechercher la qualité des soins et à la mesurer, non pas auprès des docteurs qui globalement sont toujours assez satisfaits de ce qu'ils font, non pas auprès des sages-femmes, mais auprès des patientes. Les femmes nous demandent quoi? Elles nous demandent transparence, elles nous demandent de participer en toute autonomie à ce qu'on va leur faire, et elles nous demandent de ne pas être impliquées dans des protocoles et dans des gestes médicaux qui soit sont inutiles, soit utiles, mais non expliqués et non consentis. Pour répondre à tous ces objectifs, à un moment où on était dans la difficulté sur le plan des effectifs dans les maternités, j'ai d'abord eu les membres du conseil d'administration qui m'ont dit « Mais Nizan, t'as vu que ça va pas bien, tu demandes encore plus aux maternités alors que les sages-femmes ont parfois 4 accouchements à faire en même temps, comment veux-tu le faire ?» Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle de monter avec l'aide d'une... on a fait un appel d'offres au sein du collège pour monter une application qui puisse accompagner le label. En d'autres termes, et c'est Pascal Glaise ici présent qui a créé Persomed, mais qui a aussi créé la notion que l'information est un soin. Toutes les patientes qui accoucheront seront suivies aux alentours d'une maternité labellisée, recevront, transparence, des informations, et ça a commencé depuis début septembre, des informations sur la maternité dans laquelle elles vont accoucher, le taux d'épisiotomie par rapport au taux national, qui a fait beaucoup de débats. Mais il y a des maternités qui ont vraiment réussi à baisser leur taux d'épisiotomie et il y a des maternités qui ne l'ont même pas mesuré. Ceux qui veulent être labellisés, ils vont déjà mesurer leur taux d'épisiotomie, puis comme ils doivent l'afficher, ils vont le faire baisser. Et donc la conséquence du label, c'est une amélioration de certaines pratiques. On a mis 12 items dans le label et je vais juste en prendre 2-3. Amina vient de parler de l'entretien prénatal précoce. Superbe idée de Françoise Molena en 2005-2006. Pédopsychiatre, et on s'est retrouvé avec les pattes de derrière qui avaient passé devant les pattes de devant. C'est-à-dire qu'on a dit à toutes les maternités de France, faites un entretien prénatal précoce, durée moyenne 45 minutes, sans dire ce que ça devait recouvrir et sans donner les moyens aux maternités pour le faire. Et les ARS sont tout de suite venus derrière en disant, vous avez combien de vos patientes qui vont à l'entretien prénatal précoce? Tout le monde a été tellement vexé qu'on a dit 100%. Et aujourd'hui, la blague entre nous, c'est entretien prénatal précoce, combien t'en fais? 100%. Ce qui était un sort lamentable a une excellente idée. Désormais, on sait faire un entretien prénatal précoce,
On n'a pas tout à fait les moyens pour le faire, mais en tout cas, il semblerait nécessaire de le proposer à toutes les femmes. Deuxième item du label, question posée aux patientes au travers de l'application Maternis. Madame, est-ce qu'on vous a proposé un entretien prénatal précoce? Et nous ferons la statistique du taux de proposition par maternité. Et nous leur demandons de faire en sorte que si ce taux est bas, il monte d'analyse en analyse, de manière à ce que ça soit proposé. Il y a un deuxième item, c'est le projet de naissance. Aujourd'hui, une femme sur 100 se voit proposer un projet de naissance. Le projet de naissance, c'est une vingtaine d'items sur qu'est-ce qui va se passer pendant l'accouchement. La loi Kouchner nous oblige à demander la permission aux femmes de leur faire une injection, de leur faire un lavement, parce que certaines souhaitent, d'autres ne souhaitent pas, alors faisons-les opter. Le collège a préparé un modèle de projet de naissance. Ce projet de naissance, on dit à la femme, est-ce que vous êtes prête à remplir votre projet de naissance? Quand elle est prête, elle coche les 20 cases, et si elle a besoin d'informations supplémentaires, on les lui donne. Elle l'imprime et le donne au médecin ou à la sage-femme qui suit sa grossesse, de manière à ce qu'elle ait opté sur un certain nombre de choses où il n'y a pas d'enjeu médical, il n'y a qu'un enjeu de confort pour la patiente. Enfin, dernier item dont je vais parler là, c'est l'item prévention du stress post-traumatique. Si vous faites une interrogation écrite aux gynécologues obstétriciens et aux sages-femmes sur stress post-traumatique, il y en a assez peu qui vont savoir de quoi ils retournent. Le stress post-traumatique, ce sont des femmes qui ont vécu leur accouchement. Elles vous disent, pour résumer, c'était le pire jour de ma vie, qui a des conséquences sur leur sexualité, parfois pendant des années après, qui a des conséquences sur leur dépression postnatale. Et je peux vous dire que pour un enfant, et ça rejoint la problématique des 1000 jours, un enfant qui a eu une mère déprimée pendant les 6 premiers mois de sa vie, il a des gros risques de ne pas avoir un équilibre mental comme tous les autres. Nous n'avons même pas regardé ça. Et comme il y a assez peu de pédopsychiatres, on est en train de se dire qu'il faudrait qu'on regarde ça. Mais qu'est-ce qui fait rentrer une femme en dépression? Un antécédent comme celui-ci, mais une impression d'avoir été maltraitée dans une maternité, des mots qui n'ont pas été comme il fallait, ou la survenue inopinée d'une complication, genre la nécessité de faire une césarienne en urgence. Ça, c'est 10% de nos patientes. Il y a 10% de femmes qui ont une césarienne prévue d'avance, c'est comme un geste chirurgical, et il y a 10% des femmes qui ont une césarienne en urgence. Tout allait bien jusqu'au moment où l'obstétricien entre un tout petit peu anxieux dans la salle d'accouchement. Dans les meilleurs des cas, il se présente, parfois il ne se présente même pas, et on se met à courir avec le brancard dans les couloirs, et la femme a une impression de mort imminente. Et puis elle a l'impression qu'elle va perdre son bébé. Alors elle était venue pour le paradis sur terre, et elle se retrouve en enfer en l'espace de 3 minutes. L'obstétricien sort le bébé, au staff le lendemain matin, il dit « la mère et l'enfant se portent bien, dossier suivant ». Et il s'en va en repos de sécurité pendant 24 heures. Et quand il revient, il a oublié la patiente qu'il a césarisée 24 heures auparavant. Il ne va même pas la voir et elle rentre chez elle sans avoir été débriefée. Elle rentre chez elle, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Elle a eu un stress majeur. Et moi qui vous parle, je suis chef de service depuis 30 ans, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, toutes les patientes qui ont une césarienne dans le service où je travaille soient débriefées correctement. Elles le sont plus en privé qu'en public. Et ce que je voudrais, c'est poser la question, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le début de septembre, grâce au lancement du label, pose la question après l'accouchement, est-ce que vous avez revu le gynécologue qui vous a fait un forceps, une césarienne, une épisiotomie, pour vous expliquer les choses avant votre sortie? Et on repose la question 3 mois plus tard. Ce qui nous permet de dire au chef de service, tu t'étais engagé, regarde ta statistique, elle n'est pas bonne. Informations qui seront confidentielles vis-à-vis des chefs de service et des gynécologues, de manière à ce qu'ils puissent améliorer les pratiques. Aujourd'hui, quand je parle de ça devant des chefs de service du public, ils me disent « mais c'est fait, enfin, Nizan, qu'est-ce que tu racontes? C'est fait !»
Je sais que c'est fait beaucoup plus en privé qu'en public. Ça n'est pas bien fait en public. Voilà un des items. C'est extrêmement simple. Je recherche la qualité des soins, non pas chez les médecins, mais chez les patientes, grâce à une application qui s'appelle Maternis, qui a été réalisée par Pascal Glaise, ici présent, et qui traite l'information comme un soin. C'est-à-dire qu'on réalise par cette application la transparence, le fait que les femmes optent sur les principaux gestes et le fait que nous pouvons mesurer auprès des maternités qui le souhaitent, parce que je ne peux pas contraindre les maternités à rentrer dans cette logique-là. J'ai été voir la chaise qui m'a dit « Oh, c'est très bien ce que vous faites, on a prévu de faire ça dans 5 ans. Pardonnez-nous, mais on ne peut pas attendre 5 ans. » Donc nous, c'est fait. Le travail a été fait par Persomed de montage de l'application. Et aujourd'hui, l'application commence à être distribuée dans les maternités qui disent « Je suis volontaire ». Les 12 items, oui, ça je le fais, ça je le fais. Oui, on a un secteur physiologique de naissance. Oui, je propose à toutes les patientes un entretien prénatal précoce. Oui, oui, oui. Il y a un dernier item que je vais vous citer en exemple parce que c'est les sages-femmes qui nous l'ont fait rajouter. L'item de à quoi sert le 1% formation permanente des hôpitaux. Ben, si vous allez regarder, il y a des endroits où on fait des cours de couture, des cours de jardinage, voire, et c'est le moins pire d'ailleurs, des cours d'anglais. Et si on faisait des cours de bientraitance pour la standardiste qui reçoit les appels téléphoniques, pour la fille qui nettoie sous le lit, pour tout le monde, si on utilisait l'argent massif dédié à la formation permanente, à former tous les personnels dans les maternités. Et donc on va demander aux maternités qui souhaitent le label, Madame la cadre supérieure, veuillez nous présenter les formations permanentes que vous avez réalisées avec l'argent du 1%. En d'autres termes, c'est incitatif à améliorer la qualité des soins. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'envoyer le message à Marlène Schiappa, à Agnès Buzyn, à l'Élysée également, que, ayant eu des reproches légitimes sur des fonctionnements dans les maternités, il nous semblerait logique qu'on ne nous fasse pas que les reproches et qu'on nous dise « ça c'est intéressant, et ça on va le diffuser, et ça on va aider à sa diffusion ». Parce que si ça vient d'en bas et que c'est juste Nizan et le collège qui disent « vous devriez prendre la labellisation », il y a un certain nombre de chefs de service de maternité qui me disent cher ami, je ne souhaite pas la transparence sur nos données. Il y a ça. Il y en a d'autres qui me disent moi j'ai une maternité de niveau 3, si une femme veut un accouchement normal, elle n'a qu'à aller dans la maternité d'à côté. Il y a des gens qui se conduisent dans leur service comme si c'était une PME. Ce n'est pas une PME. On est tous dans un service public et nous aimerions emmener toute la profession et les 500 maternités de France vers une amélioration progressive de la qualité des soins. Et ceci va être fait grâce au label. Beaucoup de disciplines, les orthopédistes, les cardiologues nous disent on regarde ce que ça donne chez vous et si ça marche, on fera pareil. Parce que ce n'est pas que la gynécologie obstétrique qui est concernée par le problème de bientraitance, maltraitance. Nous, on l'a su plus tôt parce qu'on touche à l'intimité des femmes et que c'est venu avec la vague MeToo de manière très forte. Mais ça va concerner tout le reste de la médecine. Et donc ce processus de labellisation, qui est une analyse de la qualité et de la bientraitance dans les maternités, je pense qu'il est inéluctable dans la médecine de demain. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Le label, c'est un ensemble de 20 échanges entre des acteurs. Nous, on a donné l'information médicale collège et Persomed a transformé cette information médicale en une information vulgarisée et très bien présentée. Alors, il y a quelques dessins animés, mais il y a surtout un acteur qui dit l'entretien prénatal précoce, ça sert à ci, et c'est présenté de manière extrêmement simple. Mais on a prévu de donner accès à toute la bibliothèque d'information du collège pour en savoir plus. Une femme qui a envie de lire la recommandation pour la pratique clinique du collège, qui malheureusement fait 250 pages, pourra aller sur « Pour en savoir plus », et là, elle a toutes
la bibliographie mondiale sur le sujet du postpartum avec les recommandations du collège. C'est pas quelque chose... Mais il y a des femmes qui ont envie de tout lire. Et pourquoi pas? Mais qu'elles lisent alors les informations officielles de la société savante que nous représentons. Voilà ce que je voulais vous dire sur le label. Oui? Le label, est-ce qu'il y a déjà des maternités labellisées? Oui, il y a des maternités. Il y a une 60aine de maternités qui sont en cours de labellisation et des maternités qui ont déjà commencé. Je crois qu'il y en a une dizaine, Pascal, une dizaine de maternités qui ont déjà commencé. Et je me déplace personnellement dans les maternités, pour les visiter, parce que ça me permet de voir pas mal de choses. Peut-être que je vous montre un tout petit lamelle là. C'est branché, ça? Hein? Label collège, label CNGOF. Et soit dit en passant, le collège a fait un appel d'offres. Il y a eu d'autres éditeurs d'applications qui étaient candidats. Le conseil d'administration a désigné Persomed. Et c'est Persomed, sur notre cahier des charges, qui a réalisé l'application. Il y a un certain coût. Le coût, tu avais... ah bon alors. Pardon? Alors, le label est donné pour 1 an. Et chaque année, je demanderai à Persomed de faire parvenir au comité éditorial du label, moitié privé, moitié public, des sages-femmes et des associations de patientes, les statistiques de chaque maternité, de manière à ce qu'on puisse voir les maternités qui sortent des clous alors qu'elles avaient souhaité être labellisées, et de pouvoir, à la main, si j'ose dire au chef de service, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas informées après une césarienne en urgence dans ton service. Comment est-ce que tu penses rétablir la situation? Je me suis inspiré de ce qui se passe en Allemagne et que j'ai dit à nos ministres, en particulier à Mme Buzyn. Il y a en Allemagne un système de mesure de la qualité dans les maternités. Ils ont créé un paramètre multiple avec taux de césarienne, taux d'épisiotomie, taux de réanimation. Et on mesure ce paramètre tous les 6 mois. Et si une maternité tombe en dessous de 2,87, le chef de service est convoqué par l'équivalent de l'ARS et on lui dit « Monsieur, qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous avez 18 mois pour rattraper. » Alors je lui dis à mon homologue allemand « Mais ça veut dire quoi? Que vous fermez des maternités? » Ah ouais. Des grosses? Ah ouais. On vient de fermer une maternité de 2000 naissances qui avait des paramètres mauvais et qui ne les redressait pas. Je pense, et je l'ai dit au nom du collège, que nous ne devons pas regarder simplement le nombre d'accouchements, mais la qualité des accouchements. Et ce que nous demandons au collège, c'est copier-coller de ce que font les Allemands. C'est-à-dire que au lieu de regarder, et il faut le faire aussi, les visites de l'HAS sont des visites de conformité aux normes. Ce n'est pas des visites de qualité. Ce n'est pas des visites qui... Elles mesurent si les toilettes sont nettoyées, à quelle heure et par qui, mais elles ne mesurent pas ce que nous, on s'apprête à mesurer dans le label. Et donc, moi, j'ai dit à l'HAS, le label est à votre disposition si vous le voulez. Ils m'ont dit dans 5 ans. Ça ne va pas, mais... On ferait un copier-coller de ce que les Allemands font, avec leurs paramètres composites qui nous convient très bien, et on le mettrait en France pour mesurer la qualité des maternités. Au lieu de se contenter de dire en dessous de 300 on ferme, et on ouvre d'ailleurs des maisons de naissance qui font 50 au passage, au lieu de faire juste ça, et de faire des fermetures des maternités des arguments politiques, on ferme plutôt celle-là et pas plutôt celle-là, on ferme plutôt la maternité privée et pas la maternité publique, ce qui s'est déjà produit. Nous, on demande qu'il y ait une analyse de la qualité et le label, c'est le premier pas dans le sens d'une analyse de qualité. Et donc, ce à quoi je m'attends, c'est que les ministres qui nous ont fait des reproches légitimes sur bientraitance dans les maternités disent, ben voilà, on a travaillé tous ensemble avec les professionnels et les 5 € nécessaires à informer une patiente pendant sa grossesse, c'est à peu près 60 centimes par mois de grossesse. 5 € pour informer une patiente correctement
Et au passage, être capable de prouver qu'elle a eu l'information. Parce qu'il se trouve qu'il y a des patientes qui oublient quand on leur donne l'information. Et comme il y a une inversion de la charge de la preuve en matière d'information, quand on n'est pas capable de dire au magistrat, bah, si on avait donné l'information, si on n'est pas capable de le prouver, c'est comme si on n'avait pas donné l'information. Là, c'est tout différent. On donne l'information aux femmes. Quand elles l'ont lu, nous, on le note et on garde cette info 30 ans. Puis on lui pose quelques petites questions, genre QCM ludique, pour voir si elle a compris. Et on garde les réponses pendant 30 ans. Parce qu'on nous a aussi fait le reproche que les informations étaient données, mais non comprises. Ce qui est possible. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, en consultation, je n'arrive pas à donner toutes ces informations. Je n'y arrive pas. Il y a 100 complications possibles au cours d'un accouchement normal. Et puis, si vous choisissez de donner l'information sur un truc, vous aurez oublié juste l'information sur ce qui va lui arriver. Donc, nous ne pouvons pas donner l'information comme on le donne en amont de la chirurgie. En chirurgie, on peut donner toutes les informations et le patient peut dire, au bout du compte, je ne me fais pas opérer. En obstétrique, on ne peut pas faire ça, parce qu'au bout du compte, je ne vais pas accoucher, ça veut dire quoi? Donc, nous ne voulons pas dire aux femmes, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir une embolie pulmonaire ou un infarctus ou une embolie amniotique? Parce que si on le faisait, ce serait une catastrophe. Donc, nous, ce qui nous anime, c'est la bientraitance. On ne va pas dire, madame, veuillez lire la liste des complications là, et en dessous la signer. Ça veut dire quoi? C'est pas possible. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une modalité spécifique à l'obstétrique d'information des femmes, que cette information, nous, on puisse la tracer. Merci Maternis, parce que là, on va tracer le fait qu'on a donné l'information, mais c'est aussi une information qui vient de la source de nos données scientifiques à nous, collèges. C'est-à-dire qu'il y a des documents où chaque virgule a été pesée. L'année prochaine, on fait la pathologie de grossesse. J'ai eu une césarienne pour ma précédente grossesse et hop, on rentre dans une arborescence de l'utérus cicatriciel. J'ai eu un enfant de petit poids de naissance, quelles conséquences pour ma grossesse actuelle? J'ai eu une toxémie gravidique, est-ce que ça change quelque chose pour ma grossesse actuelle? Chose qu'on n'a pas faite par manque de moyens pour l'instant. Et l'année d'après, on fait la chirurgie gynécologique et ensuite la FIV. Donc voilà le programme. Ça coûte 5 € par patiente inclus dans le label pour toute la durée de sa grossesse. Je dois dire qu'il y a des hôpitaux avec beaucoup d'accouchements qui rechignent. Et moi, je leur dis, et mon message, c'est le suivant, comment pouvez-vous refuser de donner 5 € par patiente pour les informer correctement? Alors, ils me disent, mais je suis d'accord avec vous, mais je n'ai pas de moyens. Et moi, je m'attends à ce que les ministres disent, il faut le faire. Comme ça, on trouvera les moyens. Vous demandez une enveloppe budgétaire au ministère? Non, je n'ai pas demandé d'enveloppe budgétaire parce que je n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec les ministres en question. Donc, le problème, ce n'est pas celui d'une enveloppe budgétaire. Si les ministres disaient simplement aux ARS, il faut le faire, ça se ferait. Oui, peut-être qu'on... Excusez-moi, juste dernière question. Concrètement, une femme qui aujourd'hui veut choisir sa maternité, comment elle a cette information sur les... Alors, nous allons mettre sur le site du collège, là pour l'instant, il y a une dizaine de maternités labellisées, mais on va communiquer très fortement sur quelles sont les maternités labellisées. Quand à 2 stations de métro, on a le choix avec une maternité labellisée, je préfère que les femmes choisissent ça. En plus, les maternités labellisées font une petite cérémonie et préviennent la presse locale quand elles sont labellisées. Et donc le voisin, il se dit « mais comment il a fait lui ?» et il nous demande par voie de partage d'huile d'être labellisé. Et on a mis... Elle va l'être, là au mois d'octobre, on va la mettre en place pour la renseigner pratiquement chaque semaine avec la liste des maternités labellisées. C'est Chloé Marinopoulos qui est là, qui en est responsable de faire en sorte qu'on puisse communiquer sur quelles sont les maternités labellisées. Je vous propose de garder un peu vos questions pour la fin et je vais donner la parole tout d'abord à Loïc Santil. Loïc Santil dirige la maternité de Bordeaux, qui est une grosse maternité de 5500 naissances ou même plus. Et Loïc Santil a réalisé pour le collège, a mis en œuvre une commission des effectifs. Il a regardé toute la littérature européenne sur le sujet. Et très clairement, ma commande c'était... Qu'est-ce qu'il faut pour une maternité de 1000 naissances, 2000, 4000, 6000, en termes de sages-femmes, de praticiens, de pédiatres et d'anesthésistes? Loïc, tu as la parole.
Merci Israël, bonjour à tous. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, puisque c'est connu depuis un certain nombre d'années, qu'il y a eu une restructuration extrêmement importante des établissements de soins, et en particulier ce qui touche les services de gynécologie obstétrique, puisque en particulier ça a été dit lors d'un rapport sénatorial en 2015 que cette restructuration était majeure, sans précédent, et qu'en particulier les petites structures en termes de volume d'accouchement avaient une tendance à fermer, et que les structures moyennes avaient tendance par voie de conséquence évidemment à grossir, et que les grandes devenaient de plus en plus grandes. Le problème, c'est que les ressources humaines pour assurer ces accouchements, pour les maternités qui persistaient et qui devaient assumer l'activité qui était réalisée par les maternités qui avaient fermé, n'ont pas forcément suivi. Ce qui a posé d'énormes problèmes de terrain qui nous sont donc remontés dans les différents services. Et comme vous le savez aussi, la difficulté, c'est que les établissements, les responsables d'établissements de soins, en fait, ont des contraintes budgétaires extrêmement, je pense qu'on peut enlever le diaporama, ce sera mieux, ont des contraintes budgétaires extrêmement importantes, et quand on vient demander plus de sages-femmes, plus de médecins, quels qu'ils soient, pour assumer un certain nombre d'activités, la question qui nous est répondue, c'est on a un problème de moyens, si on vous donne à votre service, quid d'un autre service, et les budgets sont extrêmement limités. Alors cette activité, le nombre de ressources humaines, en fait, il y a des décrets qui datent de 1998 qui déterminent le nombre de médecins pour assurer les urgences, qu'on appelle les urgences, que nous on appelle des activités non programmées en gynécologie obstétrique. En fait, ils datent de 98, ils n'ont pas été revus, et en fait, en gros, on dit que moins de 1500 naissances, un pédiatre, un gynécologue obstétricien, un anesthésiste n'a pas l'obligation d'être sur site, et au-delà de 1500 naissances, pour les anesthésistes et pour les gynécologues obstétriciens, il y a la nécessité d'être sur site. C'est à peu près, pour simplifier, ce qu'il y a dans le décret de 1998. Et en plus, le problème de ce décret, c'est qu'ils ne tiennent pas compte, en fait, des urgences gynécologiques, puisque nous sommes des gynécologues obstétriciens. C'est vrai qu'on parle beaucoup de maternité, et dans l'urgence, on assume à la fois les urgences qui concernent l'obstétrique, mais aussi les urgences gynécologiques. Et bien évidemment que quand on est en train d'opérer une patiente pour une urgence gynécologique, telle par exemple une grossesse extra-utérine, nous n'avons pas la disponibilité de prendre en charge les autres patientes qui nous sont confiées. Donc nous, dans notre activité, nous gérons les urgences dans leur globalité, gynécologiques et obstétriques, et les urgences gynécologiques n'ont jamais été prises en compte en termes des ressources humaines. Et donc, Israël m'avait demandé effectivement qu'on se réunisse pour déterminer les ressources humaines qui nous semblent nécessaires. Donc, comme on est beaucoup de sociétés savantes qui sont concernées, j'ai réuni avec l'accord de l'ensemble des sociétés savantes, donc bien sûr le Collège national des gynécologues obstétriciens français a participé, la Société française d'anesthésie et de réanimation, la Société française de néonatologie, la Société française de médecine périnatale, le Collège national des sages-femmes de France, la Fédération française des réseaux de soins de périnatalité a aussi participé, et puis a posteriori le Club d'anesthésie et réanimation en obstétrique a aussi participé. Donc vous voyez, les principales sociétés savantes qui sont impliquées dans la périnatalité se sont réunies avec donc des personnes sélectionnées pour élaborer donc un consensus, des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, c'est-à-dire à la fois des gens qui étaient issus du monde libéral, à la fois des personnes qui étaient issues du monde public hospitalier, et puis d'autres personnes issues du monde public hospitalier universitaire. Alors la difficulté, c'est que quand on regarde finalement dans la littérature scientifique, on a très peu de littérature qui s'intéresse à cette problématique et qui évalue la morbidité et la qualité des soins en fonction du nombre de personnes sur place dans une structure. Et les organisations en fait, d'un service ou d'un autre divergent énormément déjà en France en fonction de l'activité qui est réalisée, mais aussi en fonction du pays. Et donc ce qui est pertinent pour l'Angleterre ne l'est pas forcément pour la France comme pour l'Allemagne. Donc il a fallu s'adapter. Ce que l'on sait quand même, c'est qu'il y a des études médico-économiques, en particulier européennes, qui montrent que moins on met de ressources financières dans les services pour la périnatalité, plus la morbidité périnatale et maternelle augmente. Et puis un deuxième élément, c'est qu'on sait que pour l'accouchement, plus il y a un soutien continu, permanent, qui est accordé aux femmes, et donc plus on a une présence continue, en particulier d'un soignant, alors souvent en France l'organisation c'est plutôt une sage-femme qui est présent en salle de naissance, plus la morbidité maternelle et néonatale aussi diminue. Donc ce sont deux points qui nous ont alertés.
Donc, sans rentrer dans le détail des ressources, nous avons proposé différents types de ressources en fonction de l'activité des services, parce que ce n'est pas la même chose d'être dans un établissement de soins dit de niveau 1 et un établissement de soins de niveau 3 de recours avec une gestion de patients potentiellement plus à risque et donc plus compliqué, plus chronophage. Ce n'est pas la même chose si on a un service d'accueil d'urgence et qu'on assume les urgences 24 heures sur 24, alors qu'un autre service n'a pas de service d'accueil d'urgence proprement dit. Et donc, ce n'est pas la même chose si on est un centre de recours ou si on ne l'est pas, aussi bien en gynécologie qu'en obstétrique. Donc, nous avons modulé nos ressources humaines en fonction de l'activité des établissements de soins. Mais, en gros, par rapport au décret de 1998, nous proposons, à partir d'un volume de plus de 3000 accouchements, outre le fait qu'on a un gynécologue obstétricien et un anesthésiste qui sont sur place, ça c'est décret de 98 par rapport au nombre de naissances de 1500, on propose qu'il y ait de façon officielle, parce que ça existe malheureusement de façon officieuse, qu'il y ait une astreinte supplémentaire pour un gynécologue obstétricien et pour un anesthésiste, c'est-à-dire que si tout d'un coup on a une suractivité, qu'on est occupé parce qu'il y a plusieurs accouchements en même temps qui nécessitent la présence d'un médecin, qu'on a une urgence gynécologique, qu'on ne peut pas réaliser une césarienne en urgence, qu'on puisse appeler un collègue pour venir renforcer ponctuellement l'activité et puis aussi en cas de situation difficile. Et puis nous avons proposé, à partir de 4500 naissances pour les centres qui sont de niveau 3, de recours, qui ont un service d'accueil d'urgence, d'avoir 2 médecins sur place, c'est-à-dire un gynécologue obstétricien et un anesthésiste, alors qu'actuellement, il n'y a pas de... Encore une fois, il y a certains établissements qui, dès 4500, ont 2 personnes sur place, mais d'autres qui ne l'ont pas et qui sont parfois en négociation avec leur direction pour l'obtenir. Il y a aussi un renforcement au niveau des effectifs des sages-femmes qui sont demandés. Et enfin, pour le pédiatre, en fait, on demande que le pédiatre soit sur place, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, à partir en particulier de 3000 naissances, mais qui soit disposé pour l'activité d'obstétrique. Parce que le problème des pédiatres, en particulier dans différentes structures, c'est comme aussi pour le problème des anesthésistes, ils ne sont pas forcément dédiés à l'activité de gynécologie obstétrique. Ils peuvent être occupés pour gérer une appendicite, pour gérer un traumatisme de la voie publique. Ils ne sont pas forcément dédiés à l'activité. Et les pédiatres, c'est aussi un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'unité de néonatologie, la réanimation néonatale, dans le service les enfants à surveiller. Ils ne sont pas forcément dédiés à l'activité qu'il y a en salle de naissance. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, qui a été donc validé par l'ensemble des sociétés savantes dont je vous ai parlé, donc qui fait consensus entre les différents acteurs de périnatalité, on a fait une petite enquête au sein des chefs de service de France. Donc on a un taux de réponse de 30%, donc ce n'est pas un taux de réponse de 90%. Et on leur a demandé, en se mettant dans le référentiel qu'on avait proposé, de savoir si ils avaient suffisamment de ressources ou pas. Donc, quand on regarde sur les effectifs de médecins, eh bien, il y a environ une maternité sur 2 un service de gynécologie obstétrique sur 2 qui dit avoir des ressources, mais une sur 2 qui dit qu'il n'a pas. Sur les sages-femmes, eh bien, là aussi, une fois sur 2, il y a un effectif considéré comme insuffisant en sages-femmes par rapport à notre référentiel. Concernant donc les gynécologues obstétriciens, une fois sur 3, on considère que les services manquent d'effectifs. Pour les anesthésistes, c'est une fois sur 4. Pour les pédiatres, c'est une fois sur 4. Alors, le côté, ça dépend comment on voit les chiffres. Évidemment, j'ai envie d'être positif. Il y a des négociations actuellement en cours des services de gynécologie obstétrique avec leur direction dans une fois sur 3. Et il y a un renforcement qui a été acté, qui n'a pas encore été implémenté, dans 15% des services qui ont été interrogés, ce qui est pour moi plutôt positif et preuve qu'il y a une prise de conscience des difficultés sur ces ressources humaines. Et ces ressources humaines sont nécessaires actuellement parce qu'on a des services qui sont vraiment extrêmement sous tension. Comme l'a très bien dit Israël, nous gérons finalement des urgences toute la journée, 24 heures sur 24, 365 jours
sur 365. Et nos urgences, elles ne sont pas saisonnières. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la bronchiolite parce que c'est l'hiver. C'est-à-dire que c'est tout le temps. Il n'y a pas de saisonnalité. Et parfois, dans une journée, on peut avoir un pic de quelques heures qui est extrêmement problématique. Et puis ça se calme. Et puis ça revient 24 heures plus tard, sans forcément de planification, ce qui rend nos activités difficiles. Et puis comme vous l'avez vu depuis ce matin, et c'est tout à fait légitime, en fait, le souhait attendu, l'attente des populations et des patientes qu'on prend en charge a énormément augmenté à juste titre, avec un souhait de participer beaucoup plus aux soins qui sont prodigués, de comprendre ces soins, d'accepter ces soins, de donner son consentement et de tracer ce consentement. Et pour tout cela, ça prend du temps. C'est tout à fait normal de prendre du temps d'expliciter, et ce temps, il nous manque, puisque nous devons gérer énormément d'activités, et car nous sommes, de manière générale, que ce soit pour les pédiatres, pour les gynécologues obstétriciens, pour les anesthésistes et pour les sages-femmes, sous tension. Donc nous espérons que ce référentiel de propositions permettra aux politiques, finalement, de se positionner. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement, débuté depuis 1 an, une réflexion qui est en jeu avec la DGOS pour savoir, entre autres, pas que sur ce point-là, quels sont les effectifs suffisants. Donc on est complètement en négociation. Ils considèrent qu'on demande un peu trop de ressources. Moi je considère que c'est le minimum nécessaire. On peut avoir plus, mais le minimum nécessaire, c'est ce que nous avons positionné. Et encore une fois, moi je souligne que ce qui n'est pas tout le temps simple, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'ensemble des sociétés savantes, des acteurs de périnatalité sont d'accord sur ce référentiel, et donc on espère qu'on sera entendu par les politiques. Merci Loïc Santil. On va terminer, avant de se garder un moment pour les questions, on va terminer par Béatrice Blondel, que je remercie infiniment d'avoir accepté de venir. Béatrice Blondel est côté santé publique, et de ce point de vue, la mortalité périnatale et infantile, c'est l'autre versant de nos préoccupations. Alors, évidemment, dans cet ensemble de présentations, un souci majeur, ça va être la question de quel est l'état de santé de la population, quel est l'état de santé notamment des enfants. On aimerait avoir une vision très générale de la santé, mais c'est difficile de mesurer la santé sur 750 000 naissances. Donc, souvent, on fait un focus sur la mortalité, mais en pensant bien que c'est juste le haut de la pointe de l'iceberg, et juste le haut, parce qu'après, il y a une énorme masse d'autres événements qui vont être vraiment... qui ne vont pas entraîner de décès, mais qui vont entraîner des problèmes de morbidité et des difficultés pour l'avenir de tous ces enfants survivants. Moi, je me cantonnerai à la mortalité, parce que c'est le plus facile à mesurer. Et je vais, précisément pour cette présentation, me focaliser sur un indicateur de la mortalité, qui est la mortalité néonatale, mais dans vos documents, il y a aussi des informations sur d'autres éléments. Donc la mortalité néonatale, c'est la mortalité entre 0 et 28 jours, donc chez des enfants qui sont nés vivants. Le taux de mortalité, il est 2,4 pour 1000. On pourrait considérer qu'il est vraiment bas, et donc on est content. C'est devenu un peu plus sombre. Et si on se met dans un contexte où on veut voir l'évolution au cours du temps et se comparer par rapport aux autres pays européens, notamment dans un projet, dans un cadre international qui s'appelle Européristat, qui est un cadre où depuis 20 ans, on réfléchit à comment on se positionne les uns par rapport aux autres sur l'ensemble de l'Union européenne, on est obligé de ne pas utiliser cette définition de 2,4 pour 1000 naissances totales, mais on prend les naissances vivantes à partir de 22, pour des grossesses qui ont duré au moins 24 semaines, pour être le plus comparable possible entre les pays. On a donc un taux un tout petit peu plus bas, mais c'est juste pour être vraiment tout à fait comparable entre pays. Et alors, quand on prend cette valeur de 2,1 pour 1000 naissances, eh bien on constate gentiment qu'on est au 23e rang des pays européens et que ces taux sont stables depuis 10 ans. Alors que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les autres pays, parce que globalement, dans les pays européens, la mortalité néonatale diminue. Alors, il y a une figure dans les documents qu'on vous a laissés dans votre dossier de presse
que je ne vais pas commenter, mais qui est un support qui peut vous aider pour regarder ces résultats. Et je passe à la diapositive suivante. Voilà. Alors, pourquoi on est à ce point préoccupé? C'est que on est dans un... Et là, c'est sur cette définition d'une mortalité de 2,1 pour 1000. On s'est mis dans les meilleures situations de comparaison, de comparabilité entre pays dans Européristat, parce que c'est là-dessus qu'on travaille et on sait de quoi on parle. C'est vraiment, ces taux sont comparables. Et le deuxième élément qui fait que ça nous paraît vraiment très curieux, notre situation, c'est que la France se caractérise par un grand nombre d'interruptions médicales de grossesse, et tardives. Aussi précoce, mais aussi tardive. Et ça, c'est une caractéristique de la France. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anomalies congénitales qui seraient dépistées tardivement dans l'ensemble des pays. Chez nous, elles vont conduire à des interruptions médicales, alors que dans d'autres pays, il ne va pas y avoir d'interruption. Donc on doit s'attendre à une mortalité néonatale plus faible que dans les autres pays à cause de ça. Alors, quand on dit qu'on a une mortalité néonatale élevée, ça veut dire que tous les pays scandinaves ont une mortalité plus basse que la nôtre, mais tous les pays limitrophes de la France ont une mortalité néonatale plus basse que la nôtre, y compris, alors c'est le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Quand je parle pays limitrophes, c'est tout le monde. L'Italie, l'Espagne, tout le monde. Qu'est-ce qui reste derrière, par exemple? La Lituanie, la Lettonie, Malte, la Pologne, la Roumanie. Enfin, vous voyez dans quel contexte on se place avec ce contexte-là. Et dernier point, ces taux sont stables, et ça depuis 10 ans, et ce n'est pas ce qu'on voit ailleurs. Et dernier point, si on regarde la mortinatalité, en retirant les interruptions médicales de grossesse, parce qu'on est on a une pratique française très très particulière, c'est la même chose, la mortinatalité est stable. Et si on regarde la mortalité infantile de manière générale, elle est stable en France depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on alerte en disant « c'est pas normal ». Diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est l'organisation des services? Je mets un point d'interrogation et j'évoque quelques exemples. Mais il y a un point d'interrogation parce qu'en fait, on ne sait pas beaucoup de choses. Alors, il y a une chose qu'on sait, c'est quand on dit qu'on ferme les petites maternités et qu'on concentre les accouchements dans des grandes maternités, ça, on connaît l'impact que ça a et on dit non, ça n'a pas d'impact sur la mortalité. Et ça, on le sait parce que ça, il y a des études en France qui ont été faites. Il n'y a pas d'effet évident d'une augmentation du risque de mortalité quand les femmes doivent parcourir des distances longues pour aller accoucher, du genre, quand on dit longue, c'est en général 3/4 d'heure, au-delà de 3/4 d'heure. Et ce qu'on sait par de multiples indicateurs, c'est que la qualité des soins est meilleure dans les grands établissements que les petits établissements. Mais après, je vais vous donner une série de points de thèmes sur lesquels on a des points d'interrogation, on ne sait pas répondre. Non, là, c'est trop... J'ai pas fini. Une question toute bête, le raccourcissement des durées de séjour après la naissance. Alors, on pense que ça a un effet sur la morbidité, et plus sur la morbidité que sur la mortalité quand même, parce que notre système est quand même un peu réactif. Mais ça n'a pas été évalué, on ne sait pas. Et ça, c'est un phénomène général qui concerne les 750 000 naissances actuellement. Comment fonctionne, quel est le rôle du fonctionnement des services dans un contexte de pénurie de médecins? Loïc Santil a décrit la situation. On sait qu'il y a des énormes difficultés de respect des protocoles ou d'assurance de qualité et d'expérience des médecins quand on a des équipes qui tournent en permanence ou des équipes qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas du tout nos standards en termes de soins. Nous, on le sait, rien qu'en regardant dans Européristat, on sait comment sont les standards dans certains autres pays. Donc ça a un impact vraisemblable, mais il n'est pas évalué. Donc, point d'interrogation, mais on aimerait savoir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on a une autre hypothèse qui est la prise en charge des très grands prématurés. Et quand on parle des très grands prématurés, c'est des enfants qui ont eu une durée de grossesse inférieure à 27 semaines et qui ont une mortalité qui peut être
un taux de survie qui va de 0% à 22-23 semaines et jusqu'à 75% suivant l'âge gestationnel et les lieux d'accouchement. Le taux de survie donc, est très faible, mais et il va donc contribuer énormément à la mortalité globale et peut expliquer les résultats globaux que j'ai présentés en introduction. Il y a des disparités de pratiques entre une prise en charge active et puis des soins palliatifs. Et cette prise en charge, elle est différente suivant les pays. Donc on pourrait penser que peut-être parce que nous, pendant longtemps, on a été plutôt orienté plus vers des soins palliatifs qu'une prise en charge active par rapport à d'autres pays qui ont de meilleurs résultats. Ça pourrait contribuer. Et puis aussi, on a des grandes disparités des services en France, et ça pourrait affecter les taux, mais ça aussi, ce n'est pas évalué. Autre piste, des facteurs de risque qui se dégraderaient. Alors, l'âge maternel augmente, les grossesses gémellaires augmentent, mais c'est un problème partagé par la plupart des pays. Et pourquoi nous, on en serait victime et on n'arriverait pas à faire face à ça et pas les autres pays, ça paraît peu sûr comme hypothèse forte, disons, forte. L'obésité, eh ben oui, elle est en augmentation. C'est un problème partagé par la plupart des pays, mais les taux sont plutôt bas en France. On est un petit peu avantagé. On a du retard par rapport aux autres pays, si on peut dire, face à ce risque qu'on va rencontrer et qui va s'étendre. Le tabagisme, alors ça c'est sûr, on a un niveau élevé en France et on n'a pas de diminution de la consommation de tabac pendant la grossesse depuis plusieurs années, alors que dans tous les autres pays qui surveillent le tabagisme pendant la grossesse, il y a eu des gros efforts qui ont été faits et qui ont conduit à une diminution de l'exposition. Donc voilà quelques pistes qui peuvent jouer. Mais globalement, je vous ai mis beaucoup de points d'interrogation. Et quand on est sur les hypothèses, pourquoi on est comme ça en France? La situation est vraiment très mauvaise en France. Pourquoi? Et le premier élément que nous, on constate, et je suis bien placée pour le dire parce que je suis statisticienne, épidémiologiste, c'est qu'il nous manque des moyens pour analyser les statistiques qui existent. On a un système statistique qui n'est pas du tout facile à utiliser parce qu'on est beaucoup moins bien équipé que beaucoup d'autres pays. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure, qui a un système d'information excellent pour surveiller la qualité des soins. Nous, on doit bricoler avec le PMSI. C'est vraiment pas un cadeau. Mais on a un peu d'informations et il faudrait vraiment développer des statistiques pour comprendre pour avoir des pistes pour comprendre qu'est-ce qui pourrait jouer dans cette situation. Il faut réaliser des audits pour identifier les causes de décès évitables. Et on voit qu'il y a des démarches qui sont faites dans certaines régions. Il y a des exemples qui remontent. Mais pour qu'il y ait une avancée générale, il faut qu'il y ait une vision globale aussi au niveau national. Donc on a besoin d'avoir des politiques très, très ciblées là-dessus et formaliser un peu toute cette problématique et toutes ces démarches pour tenter de comprendre et d'agir vis-à-vis de cette surmortalité par un comité de suivi, un comité d'audit ou un groupe de personnes qui sont nommées pour suivre ces travaux d'analyse, faire des propositions et être un peu le garant qu'on va contrôler la situation, on va la surveiller et on va voir comment on peut avancer les choses. Et alors, pourquoi on fait ce type de proposition? C'est qu'on a vu des pays qui étaient dans des mauvaises situations récemment, et vous allez voir l'exemple dans la figure que j'ai montrée du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, d'Angleterre, Pays de Galles et des Pays-Bas, où la mortalité était plutôt élevée, et la mortalité néonatale, et on voit qu'au cours des 5 dernières années, ça a vraiment chuté. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces deux pays? Eh bien, ils ont eu une politique précise on regarde ce qui se passe, on analyse les statistiques, on fait des audits sur des causes spécifiques de décès et on regarde si on a des morts évitables, on a des politiques actives pour réduire la mortalité et ça marche. Et on a un autre exemple là en France, c'est la mortalité maternelle. On a vu qu'on avait une mortalité maternelle anormalement élevée, on a identifié où on avait des causes
anormalement élevés, et c'était les hémorragies du postpartum. Il y a eu des actions qui ont été menées, il y a eu des audits, des mesures de l'évitabilité, il y a eu des actions qui ont été menées, et on voit une diminution de la mortalité maternelle en France. Donc on sait que ces stratégies-là sont gagnantes. Je vous remercie. Merci Béatrice. Alors on vous a présenté un tableau général. Souvent dans les discussions sur la bientraitance, on oublie un peu les paramètres de mortalité infantile. Pour moi, la pire des maltraitances, c'est de rentrer dans une maternité, d'avoir pas les soins adéquats et que ça se termine mal en termes de conséquences postnatales. Et encore pire quand il y a un décès maternel. Le fait d'entendre que notre taux de mortalité n'est pas bon est un constat d'échec pour notre discipline considérable et un vrai souci de préoccupation. Je voudrais profiter de la présence de Pascal Glaise, qui est orthopédiste et qui nous a aidés à constituer le label, puisqu'il est là. L'information est un soin, ça a été breveté. Explique-nous un tout petit peu la démarche. Oui, merci Israël. Donc je suis chirurgien orthopédiste dans une première vie et depuis 20 ans, je milite à ce que l'information soit considérée comme un soin à part entière, c'est-à-dire ça se prescrit, ça s'éduque chez le monde médical, ça s'éduque au niveau des patients, il y a des posologies, des effets secondaires, etc. Donc depuis 20 ans, je travaille à faire des documents d'information patients et je suis très heureux d'être lié à ce label depuis maintenant 3 ans qu'on travaille dessus. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Persomed, qui est dédiée à l'information des patients. Nous sommes soutenus et nous travaillons avec les pouvoirs publics et les autorités de santé depuis quelques années. Nous avons été financés. La plateforme Maternis est basée sur 3 ans de cahier des charges avec les pouvoirs publics sur comment peut-on informer les patients avec des contenus multimédia attractifs et sur tout type de support. Comment peut-on prouver qu'ils ont compris et comment peut-on en faire un vrai outil de santé publique. Donc depuis ce matin, on parle beaucoup, on est dans l'humanité et je suis très heureux que la proposition que nous avons faite au collège sur un appel d'offres national et que le collège ait choisi ma structure Persomed pour remplir cela. Les spécificités sont lesquelles ? Nous sommes les seuls à avoir une plateforme multimédia qui permette de porter cette information, de s'assurer par des QCM et des éléments interactifs que le patient comprend l'information. Nous sommes les seuls, et c'est un brevet, à pouvoir prescrire l'information. C'est-à-dire que cette plateforme n'est pas accessible, ce n'est pas une appli, ce n'est pas de Apple Store ou compagnie, c'est une prescription médicale faite par un acteur de santé qui décide qu'il prescrit une information. Le contenu de cette information est donc sur cette plateforme du label du CNGOF et tous les contenus sont co-créés et encadrés par les gens du Collège national des gynécologues. C'est donc un contenu validé avec 92% de ratio de compréhension objectif, niveau 3e scolaire validé, qui est le standard de la communication en France, ce qui est exceptionnel dans le monde médical. Ensuite, nous pouvons, à l'issue du parcours de la patiente, en permanence, les praticiens peuvent encadrer la compréhension, les échanges qui se font pendant toute la grossesse. Donc, la dernière chose que je voudrais dire, et Israël et le collège, je pense, à force de travailler dedans, je suis aussi philosophe des sciences, je travaille sur la santé publique. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire du soin, que des patients en direct vont évaluer chaque jour, en temps réel, leur prise en charge sur la base des recommandations, des référentiels de la discipline portés par une société savante. Ça, c'est extrêmement important, c'est tellement... on ne réalise pas à quel point ça change la donne. Ça veut dire que les praticiens vont être tenus à un exercice donné par leur société savante, que les institutions de santé auront un outil comme un observatoire national de la prise en charge sur les bases des recommandations de l'ART. Et pour la première fois, ce n'est pas des rapports, ce n'est pas, entre guillemets, les grands médias sur des bases de documents qui circulent, c'est directement aux gens, les patientes qui vont le faire. Donc cette plateforme Maternis qui porte le label est issue de 3 ans de travail avec les autorités publiques, a été financée par l'appel à projet e-santé 2 Solidarité numérique, et c'est la première mise en œuvre à l'échelon de la santé publique, et je pense que c'est un précédent de santé publique qui fera date. Voilà, je te remercie. Merci Pascal. Est-ce que... Oui, madame. Excusez-moi, vous avez dit que ce n'est pas une application, donc ça veut dire qu'une patiente qui voudrait participer, etc., elle fait comment ? Elle demande à son gynécologue à pouvoir accès à cela. C'est un soin prescrit, c'est pas un truc qui se balade, c'est pas de l'autoprescription, c'est un praticien responsable qui adhère à la forme, au fond et à la manière de ce que lui demande le collège
collège, qui va s'impliquer par rapport à la patiente, qui va prendre ses responsabilités médicales et s'engager dans un acte signé. C'est une ordonnance électronique qui est donnée par un praticien à sa patiente. Partant de là, l'engagement est également réciproque. Et c'est en ça que c'est une nouveauté de santé publique, parce que le médecin se mouille pour l'information et la société savante peut enfin avoir les outils de la mise en œuvre de ce qu'il recommande. La plateforme n'est accessible qu'au travers soit d'une maternité qui a le label, soit d'un gynécologue qui a le label. Il y a des endroits où il y a une juxtaposition de gynécologues avec l'un qui a une bonne pratique, l'autre qui n'a pas une bonne pratique. Inutile de vous dire que dans ces endroits, on ne labellisera pas la maternité. Par contre, un de ces gynécologues pourra très bien être labellisé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons véritablement soigné la manière dont on recueille après les informations auprès de la femme. Ces informations ne seront pas diffusées grand public, parce que sans quoi les gynécologues nous auraient dit « vous faites un goémio de nos maternités ». Nous ne faisons pas un goémio. Nous cherchons simplement à améliorer les pratiques et à leur renvoyer les résultats de leurs pratiques en termes de bientraitance.